Mesdames et messieurs, chers amis, soyez les bienvenus ici en présentiel. Je vois que vous êtes très nombreux et donc ça montre bien que le sujet est d'actualité, est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Le nombre d'inscrits, notamment en distanciel, et je les salue, je ne crois pas un record, donc c'est dire si cette séquence est la bienvenue. Alors nous sommes dans la continuité de ce que nous avons vécu au mois de janvier dernier. Rappelez-vous, c'était la relation entre le RSSI, le CISO et le COMEX. La question qui se pouvait poser, c'est comment parler au COMEX, comment passer de la technique à la stratégie, comment passer des voies et moyens à l'impact, qui peut, comment dirais-je, conditionner les prises de décision. Et évidemment, de l'avis de tous les intervenants la dernière fois, il fallait vraiment utiliser un bon langage pour que le COMEX soit accessible aux exigences de cybersécurité. Alors aujourd'hui, le COMEX est encore au cœur de nos débats, de nos échanges. Il est au cœur de nos échanges sous un autre titre, une autre approche, celle de la contrainte réglementaire. Vous avez pu le voir, vous le savez, que nous sommes aujourd'hui face à un tsunami réglementaire dont nous sommes nous-mêmes les premiers, je dirais, coupables, puisque coupables dans le bon sens du terme, puisque je vous rappelle quand même que Nice 1, puis Nice 2, c'est quand même une forte influence de la France. Je vous rappelle quand même que DORA, c'est pareil, que le RGPD, bref, tous les textes que nous voyons arriver d'origine européenne sont des textes qui ont été largement inspirés par la France au moment de la présidence française de l'Union européenne. D'ailleurs, on peut s'étonner que la transposition de ces textes voulus par la France soit toujours en stand-by au Parlement. Pardonnez-moi, mais il y a un moment donné, on peut se poser un certain nombre de questions. Et ces questions, il faudrait peut-être les poser en termes politiques. Bon, je ne suis pas là pour vous faire de la politique, je ne suis pas en préparation de ma candidature de 2027, on verra plus tard, mais pour là, c'est pour vous dire qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans notre monde. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser au COMEX. On va s'intéresser au COMEX, et vous verrez tout à l'heure qu'on vous présentera les différents intervenants, et cette séquence, nous l'avons organisée avec eFutura et CONIA. Alors, eFutura, je vais laisser après la parole à Jean-Pierre là-haut de la Louvière qui va vous présenter eFutura. Nous sommes aujourd'hui, nous, Forum Incyber, en partenariat avec eFutura, et nous avons l'occasion de croiser non pas nos expériences, mais aussi nos actions, puisque Incyber intervient au colloque de Futura, et donc c'est une alliance en bonne intelligence qui s'est établie avec, il vous l'expliquera, Jean-Pierre, une orientation plutôt sur la data, et après la présentation de Futura par Jean-Pierre, j'aurai l'occasion d'accueillir Jérôme Ribeiro. Jérôme Ribeiro, qui est fondateur, président de Human AI, mais intervient aujourd'hui au titre de la conférence internationale sur l'intelligence artificielle, CONIA, qui est très impliqué. Jérôme est conseiller de très nombreux gouvernements africains, et je trouve que c'était bien de travailler avec eux parce que finalement, nous, le Forum Incyber, Ottawa, Tokyo, Lille, vous voyez qu'on est à peu près sur l'Est-Ouest. Il serait peut-être grand temps d'aller regarder Nord-Sud. Et je suis de ceux qui pensent que l'avenir de l'Afrique passe par le numérique, dans la mesure où l'Afrique pourra épouser la transition numérique sans avoir à passer, comme nous on l'a fait, sur cette époque d'industrialisation dont on a du mal à sortir. Si vous allez dans le Nord à Lille, vous verrez la sortie des houillères, la sortie du textile, la sortie des grandes industries. C'est quand même parfois un boulet que nous avons, alors que quand on épouse tout de suite le numérique, eh bien, on est déjà dans le temps d'aujourd'hui, mais surtout le temps futur. Alors, cher Jean-Pierre, si vous voulez bien, je vais vous passer la parole en vous remerciant parce que ce partenariat avec eFutura est un partenariat qui ne repose que sur deux choses, sur la bonne volonté, sur les intelligences communes, l'intelligence croisée. Et donc ça, je pense que c'est vraiment
Alors, je ne dis pas que les autres partenariats sont mauvais, hein, mais ça, pour moi, ça fait partie des partenariats que j'aime. Merci, Jean-Pierre. Merci, mon général. Écoutez, vous êtes bien nombreux en effet. Alors, le pari, c'était plus de 50. Je crois que vous l'avez gagné, mon général, parce que je pense que nous sommes plus que 50 en présentiel, je le précise. Donc, merci d'être là pour ce nouveau petit déjeuner InCyber, cette fois-ci avec eFutura. Alors, vous allez me permettre, je sais que vous n'êtes pas là pour ça, mais je vais quand même me permettre de vous présenter eFutura en 2-3 minutes. Avant tout, je souhaite remercier également CONIA. CONIA, donc, en général, vous en avez parlé, le Conseil international de l'IA, qui est une société togolaise. Alors, nous avons un certain nombre d'adhérents africains chez eFutura. Et Jérôme en parlera un peu plus tout à l'heure de l'intérêt, pourquoi CONIA est sponsor de cette journée. Alors, eFutura, c'est une association professionnelle que nous avons créée il y a un peu plus de 10 ans avec un certain nombre de personnes, dont je vois Laurent ici, qui a pour objectif de réunir, de fédérer les acteurs du numérique autour du document et de la data. C'est bien précis, le numérique est partout, mais nous nous concentrons sur le document et la data, avec 3 objectifs. Le premier, qui est, je dirais, notre ADN, c'est celui de participer à la normalisation française avec l'AFNOR normalisation et l'AFNOR certification, la normalisation européenne avec le CEN et l'ETSI, et internationale avec l'ISO. Donc nous participons à un certain nombre de comités de normalisation, bien sûr, dans les domaines qui nous concernent, la gestion de documents, l'archivage électronique, la facture électronique, la cyber, la blockchain, l'IA, etc. Donc nous sommes vraiment partie prenante des évolutions normatives. Nous avons été, par exemple, responsables de la mise en place de la définition d'EIDAS V2 au niveau de l'archivage électronique. Donc on est vraiment... C'est notre ADN de participer et nos membres sont là également pour nous aider, pour que nous ne laissions pas les grands lobbies, qui soient sociétés ou qui soient pays, s'accaparer la partie normalisation. Le deuxième événement qui nous rejoint, le deuxième objectif qui nous rejoint aujourd'hui pour eFutura, c'est de réaliser des livrables et des événements à destination des COMEX. Alors en effet, on s'est rendu compte que il y a pléthore de sociétés techniques, vous en êtes pour la plupart des spécialistes, là on parle de cybersécurité, il y en a pléthore, mais il n'y en a pas beaucoup qui font le lien entre la technique, entre les régulations et les COMEX. Or, pourtant, ce sont eux qui détiennent les cordons de la bourse, ce sont eux qu'il faut convaincre pour investir, pour mettre de l'argent dans, là on parle aussi de cyber. Donc comment le faire? Donc nous nous sommes rendus compte qu'on parle d'IA, qu'on parle de cyber, qu'on parle d'archivage électronique et aussi très fort chez nous, de facture électronique, nous venons de faire un événement la semaine dernière, il faut être un facilitateur, je dirais, par rapport au COMEX. Donc nous réalisons des livrets, vous en avez un exemplaire qui a été préfacé par le général Vatangoir, mon général, merci. Nous sommes en train de terminer la réalisation, sous la houlette de Laetitia Avia, d'un livret sur l'IA et le juridique, qui sera préfacé par Cédric Villani, donc qui sera disponible, je pense, Laetitia, d'ici un mois à peu près, c'est l'objectif. Nous sommes en train de réaliser un livret sur l'archivage électronique, etc. Vous en avez un sur les factures électroniques. Ceci, c'est vraiment téléchargeable sur le site, donc n'hésitez pas à y aller. Mais vraiment, c'est l'objectif, donc, des livrets avec des groupes de travail qui donc, produisent des livrets et des événements comme celui d'aujourd'hui pour essayer de faire comprendre donc, ce que c'est, en ce qui nous concerne aujourd'hui, la régulation européenne, comment les COMEX peuvent le comprendre sans rentrer dans des détails techniques. J'espère que on n'aura pas trop de cibles tout à l'heure, que ce ne sera pas trop compliqué. Le troisième point d'eFutura, c'est un think tank de réflexion sociétale, je dirais, sur les grands bouleversements qu'apporte le numérique sur la société. Alors l'année dernière, c'était au mois d'octobre, nous avons eu un événement sur quelle Europe du numérique à l'air train. En général, vous êtes intervenu à Alain Juillet, Hubert Védrine, bon, un certain nombre de personnes interviennent dans des tables rondes ou des conférences. Cette année, ça sera en novembre, c'est le 5 novembre, je crois. Laurent, c'est ça, le 5 novembre, avec comme thème cette année la prospective 2035 du numérique. Alors vous voyez, on est très ambitieux. Il ne s'agit pas de faire de la science-fiction, mais d'essayer de réfléchir sur que va être le numérique en 2035, avec 2 aspects. Une première table ronde sur la partie géopolitique, donc quelle géopolitique en 2035,
Et la deuxième, sur quelle civilisation en 2035. On voit que tout va très vite aujourd'hui. Les IA génératives sont complètement disruptives et sont en train de bouleverser la société. Et ce n'est pas terminé. Quand le quantique arrivera par-dessus, ça va être encore une explosion. Donc la société est en train de changer complètement. Nos enfants, j'allais dire, et en ce qui me concerne, nos petits-enfants, sont dans un monde et vont être dans un monde complètement différent du nôtre. Donc voilà, on va essayer de réfléchir. Donc vous êtes bienvenus le 5 novembre, enfin, vous allez sur le site futura.fr et vous pourrez, alors pour l'instant il n'y a pas encore les inscriptions, mais vous n'hésitez pas à vous inscrire. C'est en présentiel et en distanciel également sur cet événement. Voilà, je terminerai en vous parlant quand même de l'organisation du Futura. Nous sommes 4 collèges. Un premier collège qui réunit les fournisseurs de solutions et les experts. Alors, ça représente un peu plus de 2,5 milliards de chiffre d'affaires. Je vais vous citer quelques noms connus, parce que pour vous donner des idées, vous avez Infotel, Tessis, Indoc, Namirial, DocaPost, Konya, bien sûr, Human AI. Dans les experts, Elisabeth Rollin, qui est ici présente, et Myriam Kemener, qui est la dernière, je ne sais pas où est Myriam, qui est la dernière arrivée, donc qui nous font le plaisir et l'honneur d'adhérer à la dernière arrivée, mais une des premières dans la cyber. Hein. Exact. Ne l'oublions pas. Pardon. Donc ça, c'est le collège 1, donc les fournisseurs de solutions. Le collège 2, ce sont les utilisateurs, associations professionnelles. Alors, utilisateurs, vous avez la BNP, le CEA, Safran, l'INPI, etc. Le troisième collège, ce sont les institutionnels. Alors là, vous en avez, j'en citerai 3. Le premier, ici présent, la gendarmerie, le CN Cyber. Merci, donc dirigé par le général Petri. Merci, mon général, là aussi de nous faire confiance. Vous avez le CIAF, donc les archives de France, la DINUM, des universités, etc. Et enfin, le quatrième collège, les partenaires, Exatrust, vous avez un certain nombre qui sont ici, vous avez Global Security Mag, InCyber, bien sûr, excusez-moi, vous êtes dû vous en parler le premier. Donc, c'est vraiment un ensemble, un écosystème qui va réunir des sociétés, des universitaires, des individuels, la gendarmerie, etc., qui ont tous pour objectif de travailler avec nous sur le numérique, encore une fois lié autour du document et la data. Il y a un certain nombre d'adhérents, je ne peux pas les citer tous, je vois Guillaume Gélios-Smith du cabinet Racine, enfin bon, un certain nombre d'adhérents ici, Laetitia qui intervient. Nous avons comme principe, et j'en terminerai là, que toutes nos interventions dans le cadre de nos événements sont réalisées par des adhérents, à quelques exceptions. Le MEDEF, qui n'est pas encore adhérent, j'espère que ça le sera un jour. Ça a été le cas de l'AFNOR sur un événement que nous avons fait en octobre sur l'archivage. Ça a été le cas, je ne sais plus de qui, la semaine dernière sur la facture, etc. Si le président de l'Ordre des experts comptables d'Île-de-France. Bon. Mais autrement, tout le monde, donc tous ceux que vous voyez ici, sont des adhérents du Futura et donc travaillent, et je termine, excusez-moi, encore un mot, nous sommes tous des bénévoles chez Futura, nous avons tous un métier. Et nous avons réussi à avoir une association extrêmement conviviale. Nous sommes pour la plupart des concurrents, mais nous travaillons tous ensemble pour faire évoluer nos métiers et pour essayer de travailler, de produire, comme on a dit ici, des livrets. En général, je n'ai pas été trop bavard. Oh, je vous ai dit que je n'étais pas très bavard, mais j'ai l'impression que vous allez voir, c'est trop long. Merveilleusement. Voilà, donc merci et très bonne journée. Pour nos amis qui sont en distanciel, voilà le petit document Cybersécurité et la réglementation, guide à l'usage du COMEX. Et comme l'a dit Jean-Pierre, vous allez sur le site efutura.fr et vous avez la réponse à toutes les questions. C'est un très bon petit manuel parce que là aussi il a été écrit avec cette volonté, non pas de parler un langage simpliste, mais avec un langage simple, accessible à des gens qui ne sont pas des spécialistes dans le domaine de la cybersécurité. Alors, Jérôme, est-ce que vous pourriez venir me rejoindre, qu'on parle un peu de CONIA et peut-être un peu de COMEX vu côté Afrique. Asseyez-vous, j'en prie. Alors, d'abord la technique, voilà. Alors, merci, Jérôme. Ça marche? Non, oui. Merci à Jérôme Ribeiro, que je représente à nouveau, fondateur et président de Human AI, mais alors, qui représente aujourd'hui le CONIA
il va nous expliquer ce qu'est CONIA, et on va un petit peu se projeter au sud, aller vers les pays chauds en Afrique pour savoir finalement quelle est la vision du COMEX, et peut-être même la vision du COMEX vue sous l'angle gouvernemental, parce que les gouvernements sont des COMEX. Et si on considère qu'un gouvernement n'est pas un COMEX, alors je pense qu'on se trompe. C'est-à-dire c'est un lieu où se définit une stratégie. En tout cas, c'est un lieu où devrait se définir une stratégie numérique à l'échelle d'un pays. Donc, Jérôme, première chose, la conférence internationale pour l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Le ministre qui préside devait être présent parmi nous. Malheureusement, un empêchement de dernière minute nous prive de sa présence, mais vous êtes son représentant direct, donc merci de nous présenter rapidement CONIA. Merci à vous, Général. Bonjour à tous. Je suis très ravi d'être là déjà, représentant du CONIA. C'est le Conseil international de l'intelligence artificielle qui a été créé par le docteur Malik Maurice Mouzou, qui est docteur en intelligence artificielle et qui a eu son doctorat en Chine, à Shenzhen. Et donc le CONIA, qu'est-ce que c'est? On rassemble des experts, des politiques, des universitaires, des chefs d'entreprise pour démystifier, sensibiliser, acculturer, éduquer sur les enjeux d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la cyber, c'est l'éducation surtout, c'est l'humain. Comment on fait pour accompagner? Donc le CONIA accompagne aussi les gouvernements avec Human AI, donc on les accompagne, les gouvernements africains, sur la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et la gouvernance des données. Donc on a participé au Sénégal, la dernière en date c'était celle de la Côte d'Ivoire. Et là, je pars au Gabon demain pour travailler avec le président de la République, Clotaire Oligui Nguema, où on va travailler sur les journées de l'IA, parce que le CONIA, c'est aussi organiser des événements ouverts au grand public pour les cas pratiques. Que l'ensemble quand on arrive au Gabon, que l'ensemble des Gabonaises et des Gabonais, on démystifie, qu'ils comprennent ce que c'est que la technologie. Pourquoi il faut aller sur cette technologie-là? Pourquoi il faut réfléchir à la cybersécurité, à se protéger, etc. On fait aussi des programmes pour les enfants éducatifs, donc on les initie à la robotique, à la programmation, etc. C'est Kids in of Day et Kids in of Class, donc on a fait ça dans plusieurs pays. Et en 4 jours, on voit des enfants qui ont fait des jeux vidéo, des dessins animés, un codage, des voitures, des petits robots, et des choses qu'ils peuvent ramener chez eux. Pour montrer que quand on éduque un enfant, il peut être un génie. Et ça peut les aider pour leur avenir, les susciter du moins à aller sur ces formations-là. Ensuite, on fait des journées, donc on a fait la semaine de l'intelligence artificielle au Togo, où Jean-Pierre avec Futura a été présent. On a fait les journées d'intelligence artificielle en Côte d'Ivoire, à Abidjan, etc. Là, on va les faire au Gabon. Et vraiment, c'est d'acculturer, c'est d'expliquer à l'ensemble de la population qu'est-ce que c'est cette technologie, pourquoi il faut les sensibiliser et qu'ils comprennent les enjeux de souveraineté aussi et de cybersécurité. Parce que le lien, souvent, on parle de cybersécurité, mais quand nos données sont hébergées à l'étranger, pourquoi la cybersécurité aussi? Donc, c'est un sujet qu'on se pose. Et donc, voilà ce que fait le CONIA. Et donc, moi, je suis très heureux. On est associé, le ministre conseiller, et on œuvre là-dessus et on développe aussi des solutions. Donc, on a fait la vérification de vie biométrique pour le paiement des pensions et des retraites au Togo. Donc, des fraudes, etc., vous pouvez imaginer. On a rapatrié toute la donnée qui était chez Oracle au Togo, donc avec des data centers, des supercalculateurs. On a fait un hôpital de niveau 4 à Dotalafié. Nous avons fait l'assurance maladie universelle, au départ pour les salariés, maintenant pour les non-salariés. Voilà, on développe des solutions. Alors ça, c'est au Togo, on a fait au Maroc, on a plus de 200 et quelques solutions en Afrique, qui sont vraiment d'intérêt général et pour lesquelles on œuvre, mais où on pense à la souveraineté, on pense à tout ça. Et le CONIA donc, est présent en Chine, puisqu'on est très présent à Shenzhen. On fabrique des robots. Donc les robots qui à l'hôpital d'Otalafié que Jean-Pierre a vu, c'est nous qui les fabriquons nous-mêmes. Les Chinois, ça va vite, ça va très très vite. Je ne sais pas si vous êtes allé à Shenzhen, mais c'est impressionnant. Et donc on est aussi aux États-Unis avec CONIA, donc, et en Afrique, quasiment tous les pays d'Afrique. Écoutez, c'est très intéressant parce que si vous prenez la littérature aujourd'hui, on ne parle que des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, et on ne parle pas du reste du monde. Or, le reste du monde, il n'y a pas de raison qu'il reste à l'écart de cette métamorphose cybernétique, comme j'aime bien la définir. Et donc, c'est très intéressant de savoir qu'aujourd'hui, en Afrique,
on a, comment dirais-je, une préoccupation d'avoir de la puissance de calcul, d'avoir des data centers, de mettre en œuvre une IA qui descende jusqu'à l'échelle de la population. Alors, quand on est COMEX, les gouvernements, alors évidemment, je ne vous demande pas de dénoncer, mais les gouvernements, est-ce que vous paraissent très, très au fait des enjeux en matière de cybersécurité? Et quand on a parlé des gouvernements, les entreprises africaines, les entreprises qui sont en Afrique, est-ce que finalement, elles se posent les mêmes questions que les entreprises qui sont en France, en Europe et dans le reste du monde? Alors, oui, elles se posent les mêmes questions. Par contre, il n'y a pas d'équité, d'égalité en Afrique, parce que déjà, les données africaines, seulement 3% des données africaines sont sur le sol africain. Donc ça pose une problématique. Elles sont hébergées en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Ensuite, la question qui se pose, c'est qu'il n'y a pas d'éducation sur le chef d'entreprise. Donc quand ils digitalisent, ils ne pensent pas à la cybersécurité forcément. Et parce qu'ils croient que l'hébergeur va les protéger. Et ça, il faut vraiment les éduquer. Donc après, les politiques, oui, ils en parlent, dans les faits. Est-ce qu'il y a quelque chose? C'est pas la même voie. On connaît. Je ne vais pas faire en Europe. Je pense vraiment que lorsqu'on les sensibilise, et j'ai formé les ministres de Côte d'Ivoire, les députés, les sénateurs, ils sont sortis de là, ils avaient le visage qui était terrible, parce qu'ils ont compris les enjeux, ils ont compris le pourquoi, les risques, etc. Et quand on parle de COMEX, aujourd'hui, vous vous rendez compte, tout ce qu'on subit en tant que comité exécutif. Donc on subit les guerres, on subit les crises économiques, on subit maintenant les cyberattaques de plus en plus, parce que tout ce qui a été digitalisé, c'est fait depuis le Covid, beaucoup. Il est 90% de ce qui a été digitalisé dans le monde. En Afrique, la digitalisation arrive, et on a la chance, je dis que c'est une chance, de partir d'une feuille blanche et de s'inspirer de l'Europe. Et ça, c'est hyper important, et c'est pour ça qu'on crée Futura Afrique avec Jean-Pierre, pour justement avoir les meilleurs experts, s'inspirer, mais en fonction des réalités locales et de la culture, et de la souveraineté. Et vous savez, quand on parle de cybersécurité en France ou autre, et que nos données de santé ou autres ne sont pas hébergées en France, je m'inquiète. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet. Donc, quand on entend les politiques dire oui, il faut le faire. Et la chance que l'on a avec l'Afrique aujourd'hui, c'est que vraiment, les présidents ont compris déjà que c'est une stratégie d'aller sur le numérique, sur la digitalisation, et c'est une histoire de souveraineté. On voit ce qui se passe aujourd'hui entre les États-Unis, on kidnappe un président, on fait ce qu'on veut, on est les maîtres du monde. Et aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le pouvoir d'agir, mais on a le pouvoir d'agir eux dans leur pays pour essayer de se sortir de là, pour créer de l'emploi, parce que c'est créateur de richesse. Lorsqu'on digitalise, une entreprise, elle multiplie ses profits par 3,5 en moyenne. Donc, il y a des retours sur investissement. Et quand on explique ça au COMEX, qui est gouvernemental, mais qui ont pas plus de problématiques avec des complications. Pourquoi? Parce qu'ils sont garants aussi de leur peuple. Donc, ils ont des données hypersensibles. Défense, ministère de l'Intérieur, toutes ces choses-là, santé, etc. Et c'est comment on les sensibilise, comment on les accompagne pour qu'ils comprennent que la souveraineté, c'est les data centers chez eux. Mais après, il y a le problème de l'énergie. Donc c'est hyper important, donc il faut structurer tout ça. Je pense que ça va mettre du temps, mais ils ont compris qu'il fallait aller sur ces sujets-là. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Sinon, moi je parle de néocolonialisme, les Européens, des colonies, je suis désolé de le dire, si ça choque ou pas, mais les Américains et les Chinois aujourd'hui. Vous avez vu, ils ont coupé la carte visa de l'ancien commissaire européen, ils font ce qu'ils veulent. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous, pour être indépendants, pour être souverains et pour se protéger de tout ça? Parce qu'on peut parler général de cybersécurité, mais si nos données sont à l'extérieur, on leur offre les données, on est bien d'accord. Oui. Sur un plateau, c'est devenu un actif aujourd'hui la donnée. C'est vrai, mais alors, dans la relation, j'allais dire entre l'Europe, mais c'est un peu plus que l'Europe, parce que là il s'agit du Conseil de l'Europe, je pense à la Convention de Budapest, et Myriam Kemener, qui est présente, a été conseillère de la Convention de Malabo, de 2014, de l'Organisation de l'Union africaine. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Quand on a, le Conseil de l'Europe a créé la Convention de Budapest, elle est allée voir l'Afrique après en disant, signez en bas de page. Les Africains ont dit, vous êtes gentils, mais vous n'avez pas associé au travail. Et donc ils ont fait la Convention de Malabo, pour après, avec la Convention de Malabo, arriver
à Budapest, enfin, au Conseil de l'Europe, en disant maintenant que nous avons une convention, alors on va pouvoir étudier, et les pays africains rentrent dans la convention de Budapest. Donc est-ce qu'aujourd'hui, alors que nous avons une législation européenne, on pourrait très bien dire aux Africains, vous avez vu, signer, copier, copier-coller, ou est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui ils ont besoin d'avoir des instruments normatifs qui permettent justement à l'échelle des pays d'Afrique de concevoir leurs propres textes pour arriver après avec des documents élaborés comme le sont nos documents européens pour avoir peut-être un dialogue nord-sud équilibré, qui ne serait pas néocolonialiste comme vous l'avez dit? C'est une bonne question. Aujourd'hui, il y a une crise identitaire, c'est-à-dire que l'Afrique doit être indépendante et les Africains, notamment cette jeunesse-là, qui pense au colonialisme, qui pense au pillage des terres rares, au pillage du pétrole, des gaz, parce que c'est là où tout se trouve quasiment, dans ces hémisphères-là, avec le Venezuela et dans l'Amérique du Sud. Et donc, ils veulent vraiment y aller. Par contre, Malabo, ça a été ratifié par pas beaucoup d'États, et notamment pas les États comme le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, qui sont censés tirer, ils sont les premiers à avoir digitalisé, etc. Il y a vraiment une volonté d'avoir de la souveraineté. Mais ça ne veut pas dire que c'est fait dans les faits, ça arrive. Et il faut beaucoup de sensibilisation, il faut de l'argent aussi. Mais c'est toujours pareil. Malabo, c'est super. Quand je le vois, ok, je le lis, c'est institutionnel. Et moi, je suis chef d'entreprise. Oui, mais pratico-pratique, je fais quoi? Je fais comment? Il n'y a rien. Donc, quels sont les experts, vers qui je me retourne, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en Afrique? C'est que tous les experts, ils viennent d'Europe ou des États-Unis. Les États-Unis sont très bons. Moi, je vois les ambassades américaines avec leur service économique. Ils arrivent avec des sociétés, on va tout vous faire. Hein, on va vous faire la souveraineté, par contre, c'est nous qui gérons, on peut couper, on peut tout faire. Donc, nous, on leur explique que, attention, la souveraineté, c'est pas ça. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse un transfert de compétences. Donc, nous, on n'est pas là pour dire, voilà, Yomaniaï, on va arriver, on sait tout faire. Non, on amène un savoir-faire, un savoir-être. Donc, quand on fait des stratégies, et notamment pour la cybersécurité, parce que l'IA, la digitalisation, bien sûr, on parle de cybersécurité, on est obligé. On explique pourquoi les retours sur investissement. Et on explique qu'il faut monter en compétence les Africains pour qu'ils puissent se protéger, pour qu'ils puissent faire tout ça. Donc, Malabo, et quand on fait des stratégies, il faut les appliquer derrière. Parce que j'ai vu trop de stratégies nationales de l'IA. Enfin, au départ, Maurice, j'avais vu le Premier ministre de Maurice, l'ancien, j'avais dit ta stratégie, elle ne va pas fonctionner, parce que c'est écosystémique. Si tu sensibilises pas le chef d'entreprise, est-ce qu'il va investir là-dedans? On est d'accord, il n'investit pas, c'est l'économie qui tire. Bien sûr. Donc derrière, c'est tout ça. Il faut faire beaucoup de pédagogie. Donc oui, bien sûr qu'ils veulent une identité à eux, et les réalités locales, l'électricité, les choses comme ça, etc. Qu'on a, au Gabon, j'y étais pendant 3 semaines le mois dernier. On a eu du délestage, des coupures d'électricité. C'était tous les jours. Et pourtant, le Gabon, vous arrivez, les infrastructures, il y a Total, il y a Eramet, il y a tout le monde. Mais il y a des coupures d'électricité parce qu'ils ne sont pas pensés à revenir le matériel, à investir dans l'hydroélectricité, parce qu'ils ont des ressources extraordinaires, ils n'ont pas pensé à tout ça. Donc il y a une vraie volonté de souveraineté, d'identité et de faire en fonction des réalités locales et de la culture. Bien, merci Jérôme pour cet éclairage. Nous avons fait grâce à vous un voyage vers l'Afrique et nous allons remonter vers le nord, en Europe, avec notre panel. Et on vous applaudit. Et donc, Sarah et nos amis vont prendre place. Ludovic, venez, les résultats. Ça va? Voilà. Je suis là, mais ça va aller. Oui, Non, non. ça donne pas. Je vais le faire. Ah oui, c'est avec le qu'on se voit. Excusez-moi. Nous avons un code secret avec Mélissa. Oui. Voilà, écoutez mes chers amis, merci à nos 2 premiers intervenants. Merci à notre panel qui nous rejoint avec Mélissa qui va co-animer avec moi. Moi, je vais co-animer avec elle parce que c'est elle la grande, comment dirais-je, la grande chef d'orchestre. Et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous 3
intervenantes, intervenants. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est une table ronde qui est très bien équilibrée, n'est-ce pas? Ludovic, que vous avez intérêt comment dirais-je, à équilibrer pour la jambe masculine, parce que là, vous êtes en minorité. Hein. Vous verrez que pour une fois que ça arrive dans une table ronde cyber, ça fait du bien. Bon, alors, je suis très heureux, nous sommes heureux d'accueillir Maxence de Merlet, qui est directrice du numérique du MEDEF, qui a une autre qualité qui est totalement top secret, c'est qu'elle est ancienne auditrice de l'IHEDN dans la session souveraineté numérique et cybersécurité. Et donc, je l'accueille avec, en plus, toute l'affection que j'ai pour mes anciens auditeurs et aux anciennes auditrices. On a ensuite Laetitia Avia, vous êtes ancienne députée de La République En Marche et maintenant vous exercez en tant qu'avocate spécialisée dans le droit du numérique et de l'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas. Et Ludovic, qui a été ici pour Alter-EOS, qui est une société que vous pouvez peut-être vous représenter en 2 mots. Alors, Alter-EOS, c'est une entreprise située dans le nord de la France, à côté de Lille, et on est une entreprise de prestataire de services. On fait de la démat, c'est ce qui explique notre présence chez Futura, petit renforcement. Et on a une entreprise un peu particulière, parce qu'on est ce qu'on appelle une entreprise adaptée, c'est-à-dire qu'on a une importance, une activité dans le domaine social qui est très importante, puisqu'on embauche principalement des personnes chargées par handicap, on a aussi des entreprises d'insertion. Voilà, donc on est adhérent, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, voilà, on a toute cette démarche-là. Eh bien, merci infiniment. Donc, nous allons commencer notre table ronde qui va se dérouler en quelques séquences. La première va porter sur l'impact de la cybersécurité sur l'organisation. Est-ce que finalement, la prise en compte par le COMEX des enjeux de cybersécurité entraîne une modification des organisations, des entreprises, de tous les organismes, parce que les COMEX, on peut en avoir dans les grandes administrations. Est-ce que finalement ça change quelque chose en termes d'organisation? Et donc, est-ce que cette cybersécurité, c'est une opportunité pour reformater en quelque sorte l'entreprise, l'administration, etc. La deuxième question qui va être posée, effectivement, ça rejoint d'ailleurs le problème de la contrainte réglementaire, c'est celle de l'avalanche de textes et des responsabilités. Vous savez que si vous allez sur l'AI-Act, que vous allez sur l'IS2, sur DORA, vous voyez qu'il y a un changement de portage, enfin, c'est pas un changement profond. Les règles qui sont définies par le Code du commerce, Laetitia le précisera elle-même, ne changent pas. Simplement, il y a de nouvelles situations qui peuvent entraîner des fautes de gestion de la part du commerce, et donc ça met en cause sa responsabilité. On va parler aussi de questions de souveraineté, parce que finalement, quand vous voulez, COMEX, décider, prendre des mesures, organiser, si vous êtes pieds et poings liés avec des solutions qui ne sont pas souveraines, des solutions qui peuvent être, pourquoi pas, coupées du jour au lendemain sur des décisions, je ne sais pas de qui d'ailleurs, on a même du mal à imaginer que quelqu'un puisse prendre des décisions sur des personnes ou c'est des organisations par rapport au fonctionnement ou l'accès au numérique. Et ça, je crois, c'est une question qui sera intéressante de regarder, c'est comment finalement le COMEX doit concevoir sa souveraineté numérique. Alors, je sais que quand j'évoquais cette question de souveraineté numérique, j'avais des classiques du droit me disant « Oh là là, il n'y a qu'une souveraineté, c'est la souveraineté nationale, ne parlez jamais de la souveraineté des entreprises. » J'ai lu un article très intéressant dans le Figaro Économie où un responsable d'entreprise disait « Il faut acquérir une souveraineté numérique pour les entreprises, évidemment. » Bon. Et puis enfin, on parlera de compétences. Parce que finalement, si on veut, quand on est dans le COMEX, vraiment épouser la métamorphose cybernétique, il faut se poser la question, avec qui? Qu'est-ce que ça change? Si je prends des décisions, est-ce que j'ai les compétences sous la main? Est-ce que moi-même, j'ai les compétences? Je vous rappelle quand même que NIS2, DORA et IAC imposent une formation des cadres, des responsables, y compris une formation de tous les acteurs de l'entreprise. Donc voilà les 4 grands thèmes sur lesquels nous allons travailler ensemble ce matin.
On va commencer par la gouvernance et dans les organisations. Et je me tourne bien sûr vers Maxence avec son expérience au sein du MEDEF. Maxence, est-ce que finalement on a aujourd'hui quelque chose qui change dans les organisations? Est-ce qu'il y a des nouvelles priorités, de nouvelles manières de travailler au sein des organisations du fait justement de la métamorphose cybernétique? Je pense que d'une manière ou d'une autre, la multicrise en général fait changer le regard des dirigeants sur la situation de leur entreprise. Et la question de la résilience, nous, ça va être le thème de l'année 2026 au MEDEF, devient quand même là un sujet de stratégie. Parce qu'un dirigeant, il a besoin effectivement de faire croître son entreprise. Il redoute effectivement la perte d'exploitation. Hein. Le risque cyber, c'est en général la mise à l'arrêt de sa production. Et donc, quand on envisage les choses, c'est vrai que de parler juste technique, moi je le vois effectivement au MEDEF, même pour s'adresser aux dirigeants qui siègent dans notre conseil exécutif, parler juste, même si c'est passionnant, hein, de juridique et de mise en conformité, souvent ils vont considérer que c'est le problème des experts. Et donc, ils vont renvoyer ça à la DSI. Alors que nous, on est persuadés, effectivement, que, comme vous le dites, c'est une approche beaucoup plus holistique qu'il faut avoir et beaucoup plus stratégique. Et un chef d'entreprise, il parlait stratégie. Là, on est beaucoup plus dans sa gamme, j'allais dire, linguistique. C'est dans quelque chose qui lui parle beaucoup plus. Et effectivement, on essaie d'aborder le sujet de manière un peu plus large. Et pour nous, le thème de la résilience, c'est un bon thème pour embarquer la cybersécurité. Qu'est-ce qui se passe finalement? C'est moins le problème d'être attaqué que le problème de savoir si on peut redémarrer. Le problème, c'est moins le problème d'être attaqué que la réputation qu'on va avoir chez ses clients. Donc on a non seulement la problématique technique, mais la problématique de la communication et la problématique aussi de l'agilité. Et ça, c'est un mot très à la mode dans les entreprises, l'agilité. Donc effectivement, il faut à la fois choisir le bon vocabulaire pour parler du sujet, et aussi de la coopération interservices. Donc là, je participais hier, et il y avait certains d'entre vous qui étaient là à la présentation du 3e édition du baromètre de Caposte, où il a été cité qu'il y a une progression significative de la coopération entre la DSI et les autres services au sein de l'entreprise. Ben, c'est ça finalement la gouvernance. Hein. C'est finalement comment je vais embarquer non seulement les experts, parce que bien sûr ils sont nécessaires, mais l'ensemble de l'entreprise. Ça veut dire que la DSI elle doit coopérer avec le service juridique, elle doit coopérer avec le service de la communication, le service après-vente client, parce qu'effectivement quand on ne peut plus livrer, quand tout est arrêté. Donc voilà, ça je pense que penser les choses de manière holistique, ça marche mieux auprès des dirigeants. Et aussi, bah ça marche toujours, hein, malheureusement, le témoignage de pair à pair. Moi, j'ai une coprésidente qui a été sévèrement attaquée en février dernier, et c'est ma meilleure ambassadrice maintenant. Voilà. C'est encourageant d'entendre ça, c'est en progression. Vous faites partie du COMEX, Ludovic. Concrètement, ça se passe comment la cyber, comment elle entre dans les discussions stratégiques? Alors nous, chez nous, on a mis en place ce qu'on appelle un comité de sécurité. Donc on a été, pour pouvoir piloter toute cette gouvernance-là, on a été chercher la totalité de chaque membre d'un processus. On a été chercher, il y a des gens qui font partie de la production, des gens qui font partie des RH, pour la partie formation, il y a la partie informatique, mais il y a aussi la partie qualité, il y a la partie sûreté. Et tous ces membres-là, ils pilotent toute la partie sécurité de l'entreprise, qu'elle soit physique ou informatique. C'est un organisme de contrôle, c'est principalement, moi en tant que DSI, en fait, c'est eux qui me contrôlent de manière constante, pour voir si on fait bien les choses, et si on applique réellement les procédures. Et on est dans un système comme ça, on a mis en place le système de contrôle permanent avec cet organisme, et qui rend compte ensuite directement au COMEX, avec des plans d'action, et tout ça c'est dans le cadre de... Alors, nous à Intervention on est certifié ISO 27001 depuis 2018, et donc on a mis en place cette gouvernance, parce qu'au départ, je pense qu'on a fait l'erreur, comme beaucoup, c'est qu'au début tout était porté par la DSI, et on s'est vite rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner, et que ça ne suffisait certainement pas. Et un COMEX ne peut pas dire la cybersécurité, c'est un problème informatique. Ça ne marche pas. Et donc on a mis en place ce comité-là pour pouvoir apporter cette gouvernance-là. Encore plus avec le tsunami réglementaire qui nous attend. Peut-être que vous voulez revenir dessus, Laetitia, un petit peu, nous expliquer un peu dans les grandes lignes. Et ensuite on rentrera plus dans le détail concret de ces lois.
Alors oui, c'est vrai, moi quand j'entends des termes tels que tsunami réglementaire, millefeuille administratif, etc., ça me fait toujours un petit peu de peine, parce que moi je suis en effet une experte de la régulation, je suis une ancienne députée, moi je crois en la régulation, et en tout ce que cela peut apporter de positif. Je comprends la difficulté, mais il faut aussi se demander pourquoi est-ce que, notamment à l'échelle européenne, on a multiplié ces textes. Et ce n'est pas juste un élément de contrainte qui se pose, c'est une nécessité de répondre déjà à une réalité, qui est le fait que les cyberattaques, c'est vraiment l'enjeu de cette décennie en tout cas, et de se dire que l'Europe prend ce positionnement, et ça a été fait en effet en particulier durant la présidence française de l'Union européenne, de se dire que notre souveraineté, eh bien, elle peut se définir de tellement de manières différentes, et ce n'est pas juste une souveraineté technologique, c'est pas juste une souveraineté des capitaux, parce que celle-là, on l'a pas. Ça peut être une souveraineté qui passe aussi par affirmer cette protection sur le territoire au moins européen. Protection des citoyens, protection des entreprises, protection des États. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces textes qui se sont multipliés, avec toujours cet enjeu premier qui est celui de la protection. Et puis ensuite, faut se dire, on n'est pas des bénis, oui non plus, hein. Tous ces éléments-là permettent de dessiner aujourd'hui une sorte de RSE numérique. En tant qu'avocate, je le vois de plus en plus dans tous les decks d'investissement. On va toujours avoir un élément de présentation de la conformité, de la démarche vertueuse de la société, de la même manière qu'on peut faire ce que certains appellent du greenwashing sur les sujets de protection de l'environnement. Et bien on fait la même chose sur le tech for good. Ces éléments de conformité sont des éléments qui apportent de la confiance et donc qui sont extrêmement importants pour l'économie également. Et vous accompagnez des membres, enfin directement les COMEX. Selon vous, c'est quoi la boussole simple qu'un membre du COMEX doit garder en tête face à tous ces textes? Alors la première chose, et c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de se dire que ce n'est pas l'affaire des DSI. C'est une affaire stratégique qui doit remonter donc avant tout au sein des COMEX et ensuite irriguer l'ensemble de la société. Il n'y a pas un membre de la société qui ne doit pas être sensibilisé, conscient des enjeux cyber, car le maillon faible peut se retrouver à absolument tous les étages. Et la responsabilité, et c'est là que je trouve que c'est une démarche assez intelligente en fait en réalité de la réglementation, repose ensuite sur le COMEX. La responsabilité n'est pas qu'une responsabilité financière pour l'entreprise. Si on prend les différents textes qui ont été récemment votés, NIS 2, le Cyber Resilience Act, on a des sanctions financières qui peuvent aller très loin, jusqu'à 15% du chiffre d'affaires mondial pour le Cyber Resilience Act, 10% de mémoire pour NIS 2, mais on a aussi des sanctions pour les dirigeants, des interdictions de gérer notamment. Et donc ça permet de concrétiser cette responsabilité. Et ces textes mettent concrètement le contrôle, la supervision, la mise en œuvre de ces réglementations cyber entre les mains des COMEX et des dirigeants. Ça change quoi chez vous dans la manière de décider quand on entend responsabilité personnelle, sanctions? Dans les arbitrages et les exigences en interne, qu'est-ce que ça change? Alors, nous, à Deros, on n'est pas encore directement impacté par les deux, mais on est prestataire. Donc on travaille globalement avec exclusivement des grands comptes, qui eux sont impactés. On a des clients qui sont dans le domaine de l'énergie, opérateurs téléphoniques, enfin, voilà. Donc nous, aujourd'hui, la problématique, elle est plus en tant que sous-traitant. On sait très bien et on se prépare à ce que nos clients, demain, ils vont arriver avec des exigences, notamment contractuelles, beaucoup plus fortes dans le domaine de notamment la cyber. Et donc, on est en train de travailler ces sujets-là pour voir comment on aborde ça. Parce que, alors c'est vrai que être certifié ISO 27001, ça aide, mais on a des fois des clients qui portent des exigences qui sont vraiment très très élevées. Jusqu'à, par exemple, nous demander d'avoir une partie de notre bâtiment qui est complètement cloisonnée. Et là, on est en train de regarder un petit peu comment on peut aborder les choses et comment on peut accompagner le client. On a cette expertise-là. Ce qui m'inquiète plus, c'est pour des entreprises de notre taille qui ont des activités comme les nôtres dans l'économie sociale et solidaire,
des entreprises qui sont sous-traitants de grosses entités, qui n'ont pas entamé de démarche dans le domaine de la cyber. Demain, ça va avoir un impact business pour eux qui peut être fort, quoi. Et moi, mon inquiétude, elle est plus là. C'est-à-dire que comment voilà, quand un grand compte va arriver et va dire, voilà, moi je suis Dora, donc vous êtes mon sous-traitant, donc vous devez mettre ça en place, 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 ça en place. Ça demande des investissements, ça demande du temps, et voilà, j'ai un peu d'inquiétude par rapport à ça. Donc il y a une grosse nécessité d'anticiper. Et le jour où ça casse, qu'est-ce qu'il voit le juge quand il fait le COMEX? Qu'est-ce qu'il protège le COMEX? Qu'est-ce qu'il expose? Alors, dites-vous bien une chose. Si vous vous êtes perdu devant ce millefeuille réglementaire, si moi-même je le suis quelque peu, même si je ne devrais pas l'avouer, surtout en étant filmé, dites-vous bien que le juge, c'est pire. Donc, il faut se dire qu'en fait, on est en matière de régulation, et qu'en matière de régulation, tout est discussion. Donc, ce qui est très important, c'est en effet d'anticiper et de se dire comment est-ce que j'ai une démarche intelligente, en fait, vis-à-vis de toutes ces exigences. Moi, je dis toujours, on a toutes ces réglementations, on en a évoqué certaines tout à l'heure. On peut se dire, il faut que je me mette en conformité avec ça, avec Dora, avec Nice, avec le Cyber Resilience, et puis après avec le pacte de souveraineté, puis il y a Omnibus qui arrive, qu'est-ce que je vais faire? Où on peut avoir une approche peut-être un peu plus pragmatique et se dire, j'oublie les sigles, j'oublie les différentes réglementations, et je regarde qu'est-ce qu'on me demande concrètement. Et vous verrez qu'en réalité, c'est la même chose dans tous ces textes. Alors certes, certaines fois, on est en présence de domaines particuliers, où là, on a la loi spéciale qui va s'appliquer, et dans ce cas-là, bon, on a un seul texte pour nous, c'est la loi spéciale qui, toujours, prévaut sur la loi générale. Mais sinon, sur le reste, vous allez voir, c'est des questions de gouvernance, de transparence, de sécurisation de l'ensemble de la chaîne de valeur, en effet, donc les sous-traitants aussi, de gestion des incidents. On ne demande pas qu'il n'y ait pas d'incident, mais on demande qu'il y ait un système de gestion, de remontée des incidents en interne, voire auprès du régulateur, et de sensibilisation, formation des équipes pour tous les échelons. Donc je dis à partir du moment où on met en place, j'ai oublié le plus important, la gouvernance. Qui pilote, qui est responsable, qui assure la gestion des risques. Dès lors qu'on a ces piliers qui sont mis en place, et qui sont présents vraiment dans toutes ces réglementations, on a fait les 3/4, en fait, de la conformité. C'est ça le plus important. Alors parfois, on sera même en avance sur certaines réglementations, parce qu'on a certains textes qui s'appliquent en 2027. Parfois, on aura fait peut-être une case de plus dans Dora, qui n'est pas nécessaire, mais qui est nécessaire pour NIS 2, etc. Peu importe, puisque vous voyez aujourd'hui, il y a une telle évolution réglementaire, qu'en réalité, dès le début, mettre en place tout cela permet en réalité de gagner du temps et de l'argent, surtout vis-à-vis des allers-retours qu'il peut y avoir en matière de réglementation. Et ensuite, moi je dis souvent, la conformité, elle se prouve, elle ne se déclare pas. Alors on fait deux choses. Quand on a fait tout ce travail d'anticipation, moi par exemple en tant qu'avocate, je fais toujours une sorte de lettre d'attestation qui explique ce schéma, cette démarche qui a été faite vis-à-vis de ces textes, quelque chose qui est assez lisible et qui est lisible par quelqu'un d'extérieur pour comprendre ce qui a été fait. Ça permet déjà de montrer qu'on arrive de bonne foi et qu'on a voulu mettre ça en place. Et ensuite, pour éventuellement objectiver les choses, c'est le moment peut-être qui va être un peu le plus lourd, mais pensez à le faire à la fin. Si vous commencez par ça, vous serez découragé. Une certification. ISO 27001, SOC de type 2. Le faire à la fin, c'est éventuellement rajouter des éléments après avoir fait déjà le gros du travail. Si on commence par ça, on se noie vraiment dans des détails techniques. Et je pense qu'à partir du moment où on a fait tout ça, donc on a mis en place les 5 piliers que j'ai évoqués, hein, donc je vous ai dit gouvernance, sécurisation, gestion des incidents, documentation, donc ça c'est les documents que j'évoquais, et sensibilisation. On rajoute une petite couche en ayant une certification qui est volontaire, hein, toujours. La régulation, c'est de la discussion. Et donc, dans les 3/4 des cas, voire plus, on peut échapper à toute mise en cause et toute sanction financière, en tout cas. Et justement, ces sanctions, je me permets, est-ce que vous avez l'impression que cette menace de sanction, elle fait progresser la cyber, ou au contraire, on a une espèce de conformité défensive qui est en train de se développer, vous qui côtoyez les dirigeants?
J'ai pas l'impression que ce soit les sanctions financières qui fassent le plus peur. Je pense plutôt que c'est l'impossibilité d'avancer. C'est-à-dire que c'est tellement de travail, tellement d'efforts, tellement de temps, d'investissement financier, technologique pour permettre à une société d'évoluer, pour développer un produit, qu'on ne veut pas ensuite être empêché de pouvoir travailler, de mettre ce produit sur le marché, de pouvoir continuer d'avancer. Moi, c'est plutôt ça que j'entends. Et je pense que tout le monde sait qu'aujourd'hui, que ce soit en présence des régulateurs ou en présence d'une procédure judiciaire, tout ça est plutôt sur du temps long. Donc, c'est plutôt une démarche vertueuse pour avancer et ne pas avoir des bâtons dans les roues. Vous avez quelque chose, Maxence? Oui, je dirais que c'est la vertu plutôt systémique. C'est-à-dire qu'effectivement, la régulation, elle apporte un côté systémique. Vous ne pourrez plus être le prestataire ou vous n'aurez plus les clients si vous ne vous mettez pas à un niveau, à l'état de l'art de la conformité. Alors la sanction, je pense qu'elle est là aussi pour rappeler à tout le monde de rentrer dans le rang. Mais en réalité, ce n'est pas tellement ça qui va compter. Et je pense que l'aggravation des cas et leur fréquence, surtout récemment, de toute façon ne fait que aller dans notre sens. Donc je ne pense pas que ce soit ça qui impacte vraiment la prise de décision. Avant d'aborder avec vous, Maxence, la question de la vision de la souveraineté vue par le COMEX, je voudrais revenir un petit peu avec vous deux sur la notion de responsabilité. On voit que le cadre juridique n'est pas changé, c'est le code de commerce, la responsabilité des SA, des SARL, mais on voit bien quand même que les fautes de gestion voient leur champ et s'élargir. Moi, je me pose la question de savoir, mais je pense que c'est plutôt un renforcement, est-ce que la sous-traitance dilue ses responsabilités ou est-ce qu'au contraire, elle oblige à renforcer dans toute la chaîne de valeur? Et la deuxième, dans une entreprise, s'il y a délégation, est-ce que la délégation retire la responsabilité du COMEX? Non et non. Donc la sous-traitance ne dilue pas la responsabilité et elle apporte un élément de complexité, c'est vrai. Et les réglementations que j'évoquais prévoient vraiment, je pense, toute cette obligation de sécurisation de l'ensemble de l'écosystème. Donc il faut savoir, pour l'ensemble de nos partenaires, s'ils sont bien conformes, quels sont les différents risques, ceux qu'ils mettent en place, etc. Et prévoir un certain nombre d'éléments d'encadrement, de contrôle, d'audit, de révision. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste mettre un disclaimer, il faut régulièrement vérifier la conformité, la mise à jour, etc. Donc non, ça, c'est voilà, exactement, c'est une obligation continue. Et la deuxième question à laquelle j'ai répondu non rapidement et que j'ai oublié entre-temps. C'est la délégation. Délégation. Oui, donc non, donc pas de délégation. Non, c'est pour votre pomme, oui. Tout à fait. Oui. Non, la responsabilité, elle est là et c'est vraiment écrit noir sur blanc, la responsabilité de la mise en œuvre et de la supervision. Et donc, c'est vraiment de se dire, on ne peut pas déléguer ça en interne, on ne peut pas déléguer ça en externe. Il faut avoir ce regard précis et donc comprendre ces réglementations. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une approche peut-être aussi intelligente de ces textes. Ne pas les prendre un par un, il faut chacun plus de 70 pages avec 2 colonnes en Times 6. Mais vraiment aller rechercher par pilier ce qu'il en ressort en loi substantielle. Et ensuite ne pas dire, moi je suis sur telle réglementation, mais dire, voilà ce que j'ai mis en place et pourquoi j'ai mis en place. Quand on comprend, qu'on appréhende correctement les choses, on arrive ensuite bien mieux à les diffuser au sein de la société et bien mieux à les expliquer aussi à un régulateur. Merci beaucoup de ces précisions. Alors Maxence, on a parlé de la responsabilité du COMEX. Ce COMEX, il est aussi confronté à des questions, on va dire, de souveraineté. On le voit aujourd'hui de manière claire quand on sait que certains s'interrogent sur le fait de savoir est-ce que demain on peut voir nos ressources coupées, est-ce que demain l'entreprise risque de perdre ses données, est-ce que nos données ne sont pas accessibles à n'importe qui va entraver la concurrence. Bref, il y a une vraie question de
souveraineté. Alors, je vous dis tout de suite, quand je présente, moi, la notion de souveraineté, je fais bondir un certain nombre de personnes, parce que je parle de la souveraineté de l'individu, première souveraineté fondamentale, et si notre souveraineté, notre liberté de pensée, d'action, de choix, même de liberté d'aller et venir sur le réseau n'est pas protégée, c'est pas la peine d'aller plus loin dans la métamorphose cybernétique. Si la souveraineté de nos personnes morales, publiques, privées, n'est pas assurée, les entreprises, comment voulez-vous que celle de l'individu le soit? Comment voulez-vous que les entreprises le soient si l'État n'est pas souverain? Comment voulez-vous que l'État soit souverain si l'Europe n'est pas souveraine numériquement? Et comment voulez-vous que l'Europe soit souveraine numériquement si elle ne s'associe pas avec d'autres pays du monde qui ont la même vision? Je pense d'ailleurs que c'est un des vrais sujets avec l'Afrique qui pourrait aujourd'hui rentrer dans une approche collective et beaucoup plus large pour dire aux uns et aux autres, votre solution cyber ne nous intéresse pas, vous êtes trop collectiviste ou vous êtes trop business, nous on est autre chose, on a l'humain au cœur de la cybersécurité. Donc revenons maintenant au sujet, je ne suis pas là pour faire un exposé sur la souveraineté, mais quand j'en parle, les juristes disent, mais non, article 3 de la Constitution, ben, la Constitution a été écrite en 58. À l'époque, en 58, il y avait quelques calculateurs aux États-Unis, peut-être un peu en Europe, mais il n'y avait pas de numérique. Si on écrivait la Constitution aujourd'hui, on la réécrirait différemment en intégrant justement la question du numérique et peut-être en parlant davantage du citoyen. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour faire la campagne. Maintenant, quand il y a des choix qui sont faits dans l'entreprise, des choix qui ont un impact le budget, les finances de l'entreprise, finalement, que fait le commerce? Souvent, on entend dire « Ah, ils ont choisi telle solution américaine, on va dire. » Pourquoi n'ont-ils pas cherché des solutions européennes? Et est-ce que, finalement, le commerce, quand il a cette décision, le fait en toute connaissance de cause? Écoutez, c'est une excellente question. Alors la souveraineté, c'est un sujet qui me tient à cœur, puisque je n'ai pas fait la majeure souveraineté et cybersécurité de l'IHEDN si ça n'avait pas été un sujet qui m'animait particulièrement. Et du coup, j'ai fait ma petite guerre personnelle, et ma petite guerre personnelle, c'est d'essayer d'établir, et finalement d'établir une position MEDEF sur la souveraineté numérique. Bon, cette position MEDEF, je crois que j'ai un peu scotché mon patron l'année dernière, parce que je lui ai dit, oh, on a travaillé sur une position avec l'équipe sur la souveraineté, il faudrait la passer au conseil exécutif du MEDEF. Et donc il m'a dit oui, très, très bien, passe-moi ta note, etc. Puis en fait c'était 40 pages, donc je crois qu'il a dit mais attendez, c'est quoi ça? Donc j'ai dit oui, parce que la souveraineté finalement numérique, ça va être 5 choses. Hein. Ça va être la souveraineté dans les infrastructures, dans la cybersécurité, dans les compétences, dans les financements et dans le système juridique. Parce que il nous a semblé, en tout cas nous, vu de l'équipe numérique au MEDEF, que si on n'avait pas ces 5 piliers, on ne pouvait pas être souverain en matière numérique. Alors ce qui est très intéressant, c'est ce petit aparté, je vais dire, de cuisine interne, pour dire qu'effectivement, quand cette position elle est arrivée jusqu'au conseil exécutif, qui est notre plus haut niveau de gouvernance, et donc on est bien dans le sujet de la gouvernance ici, effectivement, il y a quelques dents qui ont grincé quand même, parce que pour certaines fédérations, c'était une forme d'entrave à leur risque d'entrave à leur liberté de choix. Donc on a bien pris tous les mots qu'il fallait, pour dire que bien sûr, à la fin, c'est quand même eux qui choisissaient, hein, c'était eux les acheteurs. Et en l'occurrence, je pense que ça a permis, quand même, j'espère, de faire réfléchir quelques grands secteurs sur les choix numériques qu'ils opéraient. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a plein de facteurs qui interviennent au niveau de l'entreprise, et on l'a constaté, parce que l'année dernière, avant le sommet de l'IA en février, on a fait un tour de France de l'IA, MEDEF en collaboration avec notre syndicat Numéum, qui représente plutôt les offreurs, et nous, on rassemblait plutôt les utilisateurs d'une certaine manière. On a fait 20 étapes, il y a même certaines régions qui sont toujours très dynamiques, comme l'Occitanie, qui ont dit « Ok, c'était super ton idée, mais on va faire en plus de tour régional à nous ». Donc, en Occitanie, il n'y a pas une ville qui n'a pas eu sa réunion IA MEDEF, et ce qui est très bien. Et à cette occasion-là, on a rencontré plein d'entreprises qui ne sont pas du tout connues. Hein. C'est vraiment les entreprises très locales, dans tout secteur d'activité, tout domaine, services, industrie, etc.
Et la première question que nous posaient quand même les chefs d'entreprise dans ces réunions, c'est « et quid de mes données ?» Je veux bien, enfin, je veux dire, c'est intéressant de faire de l'IA, de la compétitivité, de la productivité, mais que vont devenir mes données? Et donc, il y a bien cette prise de conscience que la valeur du patrimoine informationnel est quelque chose que le chef d'entreprise a commencé vraiment à intégrer, notamment parce que quand il prend une assurance cyber, on n'en a pas parlé, mais il voit très bien que ça lui coûte quand même, et qu'il doit faire une procédure quand même pour dire, bon, je ne veux pas non plus payer une police qui soit complètement financièrement insupportable, et donc il faut bien que je montre à mon assureur que j'ai fait des efforts, si ce n'est pour en plus me mettre en conformité, quoi qu'il arrive, avec les nouvelles réglementations, concerné ou pas concerné, parce que de toute façon on est toujours prestataire de quelqu'un concerné. Donc à la fin, oui, c'est une préoccupation. Ah, alors, il y a ça, c'est-à-dire cette prise de conscience de la valeur du patrimoine informationnel, mais il y a aussi quand même, pardon de le dire, hein, mais l'âge du capitaine, parce qu'il y a aussi des gens, d'ailleurs c'est pas toujours une question d'âge, hein, il y a des gens qui sont ou pas, je veux dire, intéressés par la matière numérique, et puis il y a une forme de hype, c'était marrant parce que j'en parlais hier quand on était dans cet événement pour ce baromètre. Oui, il y a certains chefs d'entreprise, j'en parlais avec quelqu'un de très bien placé pour en parler, puisqu'elle rencontre beaucoup d'entreprises. Elle dit qu'il y a une forme de hype entre les chefs d'entreprise qui parlent en dîner de leur club local ou que sais-je, de Salesforce dans leur boîte ou de ceci ou de cela. Donc en fait, il y a à un moment donné, il faut être un peu dans le mouvement et quelquefois ça relève un peu, pardon, mais de l'irrationnel quand même. Donc effectivement, nous on encourage dans nos présentations, on ne privilégie personne, le MEDEF ne fait de publicité pour personne, nous ne recommandons aucune solution, en revanche on recommande la méthode, c'est-à-dire effectivement, mettez dans vos appels d'offres une start-up, on s'est associé à J'achète French Tech parce qu'effectivement il y avait cette question, que les chefs d'entreprise commencent à rencontrer ces start-up et soient leurs premiers clients. On fait du speed dating lors de notre événement d'été, l'AREF d'été, qui est l'événement de rentrée du MEDEF fin août, pour que ces entreprises aient la chance quand même de rencontrer des dirigeants qui sont tous là. Hein, quand même. Là, c'est vraiment un événement où tous les patrons sont là. Donc on essaie de créer ces occasions de rencontres et aussi de montrer que, non mais acheter français c'est quelquefois acheter intelligent, c'est acheter de l'open source, c'est acheter une capacité aussi à être très créatif et puis aussi éviter des situations qui me remontent quand même beaucoup aujourd'hui sur les cas des prestataires ou d'éditeurs qui augmentent leur prix de 30% et ou qui vous rayent carrément de leur liste de clients. Voilà, donc on a des situations, là je pense que vous avez fort à faire, maître, parce qu'on a quand même toute une kyrielle d'entreprises qui se font injecter de mémoire, là on a un vrai sujet. Ah bon. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler vos 5 piliers de souveraineté? Alors on va voir si j'en ai oublié un. Voilà. Moi j'en ai 4 en tête, là j'en ai un qui me... Alors on a dit qu'il y avait de l'infrastructure, la cybersécurité, les compétences, le droit et le financement. Parce qu'en fait, la problématique, c'est... oui, c'est bien, mais enfin, si on n'a pas de moyens pour financer, d'ailleurs, je ne sais plus qui l'a dit, là, récemment, on n'a pas de souveraineté financière, c'est un peu dommage, et il y a des moyens quand même peut-être d'y remédier. Ouais. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cela. Je dis toujours, malheureusement, l'infrastructure, c'est un peu compliqué, elle n'est pas encore là, elle est en construction, mais elle n'est pas encore là. Le financement, bon, vous avez vu que lors du dernier sommet IA, on a annoncé un certain nombre de financements qui n'étaient pas français, donc je pense que voilà, on a la réponse à la question. Les compétences sont reconnues internationalement, on le sait bien. Le sujet cyber, on est en train de l'évoquer là. Il reste juridique. Ouais. Voilà. Nous venons d'avoir encore une démonstration par A plus B que notre souveraineté passe par le juridique. Oui, mais je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, la mouture qui vient d'être publiée du CSA ne nous va pas du tout. Je ne sais pas si c'était dans les questions prévues, mais je vous le dis. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qui coince chez Altereos ou selon vous dans les entreprises pour réduire les dépendances? Alors, une entreprise comme de notre taille, à peu près 400 personnes, aujourd'hui, je vous donne un exemple très concret, ne pas travailler pour une entreprise comme la nôtre avec des outils collaboratifs américains, c'est très compliqué. Très très compliqué, c'est pas qu'un problème technique, c'est un projet en soi. Voilà. Parce que on a tout notre environnement autour qui est dans le même environnement. Donc c'est à ce jour quasi impossible. On sait qu'il y a des solutions, on les connaît, mais que ce soit d'un point de vue utilisateur
le client, ça devient extrêmement compliqué. Nous, on a fait certains choix, alors qui sont relativement, on va dire, simples, mais c'est une démarche qui mérite d'exister, c'est qu'on a établi, nous, une politique responsable d'achat. Et donc, on dit, voilà, nous, à partir du moment, notre objectif, c'est de faire travailler le plus possible des entreprises locales. C'est de faire travailler, y compris dans le domaine de l'informatique, des entreprises qui ont une démarche RSE, qui regardent leur impact écologique, qui regardent... Et aujourd'hui, on ne travaille qu'avec de l'hébergement en France. C'est des vrais choix de notre COMEX, de privilégier les entreprises françaises, les éditeurs français. Donc quand on peut le faire, on le fait de manière systématique. Et on fait des efforts pour pouvoir le faire. Voilà, on a cette démarche-là qui est installée, mais c'est pas toujours évident pour une entreprise, et c'est principalement pour des raisons voilà, que j'ai évoquées, ou des fois des raisons purement économiques. Ça peut devenir très très compliqué. Et on est en grande attente de solutions derrière. On n'est que demandeurs. C'est ça qui est positif en fait. Oui, j'entendais quand vous disiez que vous ne pouvez pas fonctionner sans outils collaboratifs américains. Moi, je ne connais aucune entité qui fonctionne sans ces outils. Mais le plus important, ce n'est pas de ne pas les utiliser, mais de les utiliser en conscience. Et c'est bien ça le problème aujourd'hui. Si on prend ma profession qui est en train d'adopter de manière très désorganisée, disons, des outils d'IA, et qui aujourd'hui, je vois des confrères qui mettent des pièces, des documents confidentiels dans des outils d'IA, parce qu'on leur a dit non, mais c'est un outil, c'est une société française, c'est souverain. Alors déjà, c'est une société française, c'est souverain, enfin les capitaux ne sont pas français généralement. C'est un outil d'IA qui repose sur un LLM américain. Alors certes, il y a un petit contrat qui ne vaut pas grand-chose, qui dit que toutes les données ne sont pas réutilisées et restent en France. Ça ne vaut absolument rien, évidemment. Et surtout, c'est complètement négligé le risque cyber qui est décuplé en matière d'IA. Et donc, ne pas avoir cette conscience quand on utilise ces outils du risque qui va avec et de l'attente vraiment à notre souveraineté, pour moi, c'est ça davantage au problème. Aujourd'hui, le problème urgent en tout cas, plutôt que celui d'utiliser un outil américain. Vous avez anticipé ma question d'après, justement avec la prolifération d'IA. Oui, je voulais juste ajouter un sujet, c'est que moi je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui sont vraiment de très grande bonne volonté. Hein. En fait, il n'y a pas de refus a priori, mais qui les conseille et qui les oriente. En fait, on a un sujet avec ce qu'on appelle le channel. En fait, hein. Moi je connais bien ce sujet. Donc, qui sont les opérateurs locaux justement, qui sont les intégrateurs, qui sont les gens qui vous vendent à la fois le matériel informatique, le réseau, qui vous installe les logiciels qui vous vont bien. C'est pas des gens qui sont, je veux dire, formés à ces sujets-là. Et en plus, c'est des salariés de ceux qu'on vient de, je veux dire, épingler. Et donc, voilà, c'est les anciens, parce qu'ils ont bien compris. Hein. Moi, je connais quelques commerciaux qui, après avoir bien réussi leur vie dans des grandes sociétés d'informatique, et c'est pas une critique, c'est très bien, ont fondé leur propre entreprise d'installation et d'intégration locale. Et puis voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont vendre et qu'est-ce qu'ils vont installer? Parce qu'ils connaissent, hein, et on ne va pas le leur reprocher. Voilà. Et justement, est-ce que le COMEX il est en capacité d'imposer un minimum de gouvernance par rapport aux outils d'IA, vous pensez? Alors oui, la gouvernance des outils d'IA, on les y invite très fortement, mais on reboucle sur le même sujet. Qui va être leur prestataire? Alors là, il y a un grand sujet sur qui va être le prestataire qui va vous permettre de faire une installation pertinente des outils d'IA dans vos process de production. Ça c'est un autre petit déjeuner peut-être. Et ils doivent le faire, évidemment, pour l'ensemble des parties prenantes de la société. S'auto-former en tant que COMEX, former les cadres dirigeants, évidemment c'est important, on a évoqué la question de la responsabilité, et donc il faut comprendre, il faut saisir, il faut maîtriser ces éléments-là. Mais si ensuite, c'est pour demander à son assistant de traiter des documents sans que cet assistant soit formé à la gestion de ces outils, eh bien, vous voyez très bien que cela ne sert absolument à rien. Mais merci beaucoup pour cette approche sur, je suppose, cette souveraineté. Dans la souveraineté, Maxence, vous avez évoqué la compétence, les compétences. Et là, je crois que c'est le BABA, c'est le commencement.
parce que vous pouvez avoir toutes les stratégies, si vous n'avez pas les hommes et les femmes pour les servir, pour les conduire, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Et c'est une vraie question qui se trouve posée aujourd'hui à l'échelle nationale. Est-ce que nous sommes capables de construire, de former justement suffisamment de compétences pour répondre, non pas aux métiers d'aujourd'hui, mais aux métiers de demain. Parce qu'il est clair que, on parle beaucoup de la révolution de l'IA par rapport aux métiers, mais je pense que ça va aller encore beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et donc, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura vraiment des changements dans je dirais, la nature même, peut-être du travail, mais aussi des personnes qui font ce travail au sein de l'entreprise. Depuis le COMEX, jusqu'à la première personne qui rentre le matin pour faire le ménage, parce qu'elle est aussi en partie responsable de la cybersécurité. Si elle ramasse une clé USB qui traîne, pas par hasard, et qu'elle la met sur un bureau, et que la personne qui a le bureau regarde ce qu'il y a dedans, on est certain que l'entreprise se fait piéger en moins de temps. Donc, on est vraiment confronté à cet enjeu de compétences. Et comment justement le COMEX va piloter cette question de compétences, et comment vous, alors, côté de MEDEF, vous avez peut-être, j'espère, une influence sur tout le milieu formateur, que ce soit un milieu public ou un milieu privé, en disant, attendez, arrêtez de raconter aux jeunes que vous avez devant vous l'histoire du 19e et du 20e siècle, projetez-vous sur le 21e et formez des gens qui ne seront pas au chômage dans 5 ans. Oui, alors la bataille de la compétence, on peut toujours regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Le verre, moi j'aime bien à moitié plein, mais effectivement, récemment, on a eu la chance d'avoir un rendez-vous entre mon président et Arthur Mensch, donc fondateur de Mistral, qui nous a parlé en fait de la richesse quand même qu'il y avait en France en termes de compétences. Donc l'entente d'un dirigeant de ce niveau-là, évidemment, ça rassure et ça fait plaisir, mais on n'est pas non plus à se tourner les pouces. Donc, nous, ce qu'on préconise, alors déjà, il y a plusieurs choses. C'est on aurait besoin de chiffres, quand même. Donc, il faut qu'on arrive à faire une synthèse de ce que nous remontent les OPCO. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on commence à réfléchir, effectivement, sur comment est-ce qu'on fait remonter les chiffres des offres d'emploi qui nécessitent des compétences autour de ces nouveaux sujets. On a une sollicitation que nous, on aimerait faire, qui est peut-être en train d'être faite vis-à-vis du ministère du Travail, de la DARES notamment aussi, d'avoir des statistiques quand même beaucoup plus fines sur ces nouveaux métiers. Ensuite, plus généralement, alors, le MEDEF est très partie prenante dans World Skills, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les Jeux Olympiques des métiers. Et au départ, c'était fondé après-guerre pour favoriser effectivement l'engouement vers des entreprises et des métiers, enfin, je veux dire, très concrets de la reconstruction de la France, en fait. Hein. Pour le faire court, aujourd'hui, c'est une compétition mondiale qui se déroule à la fois en France par région et donc au niveau national pour dégager des champions qui vont aller représenter la France dans des tas de métiers. Il se trouve qu'on a eu une petite chance avec le Covid, c'est que on a eu la finale internationale à Lyon en France, puisque en fait la Chine n'avait pas pu recevoir cette finale internationale, et donc dans tous les métiers, y compris du numérique, il y a des finalistes qui sont absolument géniaux. Et alors, c'est une petite anecdote personnelle, il se trouve que j'étais dans les Pyrénées à Noël, il y avait un monsieur devant moi qui avait un blouson WorldSkills, donc je l'interpelle, parce que évidemment, vous me connaissez Général, je ne peux pas m'empêcher de me tourner vers les gens et de leur demander de me raconter leur vie, et moi de raconter la mienne. Bref, donc c'était un expert informatique, et qui m'a dit, cette année, à WorldSkills, on a une promo géniale, on a raflé plein de prix, et d'ailleurs les filles n'étaient pas du tout à l'arrière du peloton, loin de là, notamment en gaming, etc. Donc il me raconte toute cette histoire. Et nous, on avait été en délégation avec des chefs d'entreprise voir les finales nationales l'année encore d'avant pour montrer que tous les métiers de la cybersécurité, de l'intégration réseau, des télécoms, etc. étaient là, et pour montrer qu'il y a une excellence française dans ces métiers, mais une excellence à tout niveau, hein, d'ingénieurs, de techniciens, etc. Donc il faut voir le truc, parce que si vous avez l'occasion d'aller voir une finale WorldSkills, y compris il y a des trucs, il y a un hélicoptère qui était en train d'être désossé par des jeunes, tout ça c'est hyper dynamique, parce que c'est que des jeunes en école, qui sont encadrés par des anciens finalistes et par des experts. Donc c'est vrai, il y a vraiment une dynamique absolument géniale. Et donc nous, on pousse effectivement ces événements qui sont très symptomatiques pour entraîner les vocations, parce que pendant qu'il y a ces finales, qu'est-ce qu'ils visitent ? C'est des collégiens.
Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait quand on est allé à Lyon pour cette finale nationale avant la finale internationale, donc on a fait 2 fois Lyon, c'était blindé de gamins. Mais blindé de gamins qui avaient tous entre 12 et 15 ans, quoi, maximum. Et donc là, et on les voyait courir d'un stand à l'autre, poser des questions, regarder, ils en avaient plein les mirettes. Et donc ça, je pense que c'est vraiment très important d'avoir des événements comme ça qui gagnent en réputation et en audience. Et puis on a lancé récemment, donc avec ma coprésidente de commission, et ça a été fait par le département social chez nous, Code F, qui est ni plus ni moins qu'un espèce de site de rencontre entre femmes ingénieurs ou des sciences pour venir témoigner dans des collèges et des lycées. Donc récemment, elles étaient dans les Yvelines, dans un collège, pour parler des métiers scientifiques à tous les élèves, bien sûr, mais on a fait témoigner que des femmes. Donc femmes dirigeantes, donc ma coprésidente, femmes ingénieures, etc., pour montrer qu'il n'y a pas de genre à ces métiers-là. Il n'y a aucun d'ailleurs. Et donc, mais je pense qu'il faut absolument qu'on se bouge, mesdames, pour aller chercher par la main les jeunes femmes. Et elles sont bonnes en sciences, elles vont beaucoup en médecine, c'est super, hein, on est ravis d'avoir plein de médecins femmes, mais il n'y a pas de raison qu'elles n'aillent pas en cyber ou qu'elles n'aillent pas ailleurs. Merci Maxence. Je vous rappelle quand même que dans les grands événements où les talents rencontrent les entreprises, c'est le Forum Insider. Et donc, c'était une petite publicité clandestine, mais de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Merci. Ludovic, on retourne encore un petit peu côté entreprise. Comment ça fonctionne, la sensibilisation des employés, justement, on parlait des jeunes, mais la formation, comment on peut ne pas créer de rejet et faire changer les comportements? Alors, moi, je vais vous donner un exemple de ce qu'on a travaillé chez nous sur ce qu'on appelle le phishing. Donc, on a nous, dès le départ, on a à peu près 5 ans de recul là-dessus. Dès le départ, on a vu que c'était un point très sensible chez nous, c'était une faille critique chez nous. Donc, on a formé. On a fait des campagnes de phishing et avec des scénarios et on envoyait des faux mails à nos utilisateurs qui pouvaient répondre. Et au départ, ça ne passait pas forcément très bien parce que quand ils se faisaient attraper, ils n'aimaient pas ça. Et au fur et à mesure de formation, d'accompagnement, on leur expliquait voilà, pourquoi tu ne devais pas faire ceci, pourquoi tu ne devais pas faire cela. C'est devenu un jeu aujourd'hui. Et c'est un peu le jeu du chat et la souris, où on a clairement le service IT qui fait des tentatives comme ça d'attaque, et puis des collaborateurs qui disent « Ah, ce coup-ci, vous ne nous avez pas vu. » Voilà. On a donc créé on voit le phénomène aujourd'hui, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus complexe. C'est vraiment de mieux en mieux fait. Donc on sait qu'on va relever encore un cran. Les formations. Mais voilà, la cybersécurité, si tous les collaborateurs ne sont pas formés à des minima, ça ne sert pas à grand-chose, parce que le facteur humain, il est très très important. Nous, on a fait, je vais vous donner un exemple très concret, pendant un moment, justement sur ces campagnes de phishing, on avait été chercher des prestataires. Et il y a un moment, en fait, on a arrêté, parce que c'était, comme on avait bien formé nos collaborateurs, ça devenait trop simple, donc ils se faisaient attraper tout de suite, quoi. Dès qu'ils disaient « Ah, ça c'est une attaque », donc on est obligé aujourd'hui, on l'a réinternalisé pour faire un truc vraiment hyper personnalisé pour pouvoir réussir à continuer à les former. Vous sentez que les RH sont impliqués dans ces démarches, et plus largement, est-ce que les directions RH elles en font un sujet prioritaire de la cyber? Joker. Je sais pas. Franchement, j'ai du mal à savoir ça. Nous, c'est inclus forcément dans notre démarche, et j'en parlais tout à l'heure, les membres du comité, dans le comité de sécurité, il y a les RH qui sont présents, et leur rôle principal, c'est de s'assurer qu'il y a de la formation, qu'elle est faite, qu'elle est suivie, qu'il y a du recyclage, etc. etc. Mais aujourd'hui, moi, dans mes différentes rencontres, je vois que le sujet de la formation, c'est pas encore quelque chose qui va de soi, quoi. Elle est imposée par les textes. Comment on fait en sorte que ce soit pas juste une case à cocher? Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, pour répondre à cette question et compléter la question des RH, les RH appliquent 2 choses. Les obligations légales. Est-ce que vous saviez que depuis février 2025, toutes les sociétés qui utilisent un système d'IA ont l'obligation de former
l'ensemble des membres de l'entreprise. Si c'est le cas, est-ce que vous l'avez fait? Parce que moi, quand je le dis à mes clients, je peux vous dire, voilà, ils n'en ont que faire. Mais vraiment, parce qu'ils savent que c'est pas sur ça qu'ils vont se faire taper, si jamais. Ils le savent, ils en sont conscients. Donc l'obligation légale, elle n'est pas, c'est pas une contrainte suffisamment forte sur ce sujet-là. Les RH, comme je disais, appliquent la loi ou la politique de l'entreprise. Donc c'est là qu'on en revient à la question d'origine, la gouvernance, le COMEX, le positionner comme un élément stratégique. Et des exemples, tels que l'exemple qui a été pris tout à l'heure par le général, ce sont des exemples qui parlent. Moi, c'est souvent sur des coups vraiment d'électrochoc qu'on arrive à faire comprendre que, ah oui, il va falloir se bouger parce qu'il y a un vrai risque. Eh bien, mes amis, nous arrivons au terme de cette table ronde, mais elle n'est pas terminée puisque la parole est maintenant à la salle. Et si parmi vous, des questions, voilà. Juste, moi je veux bien qu'on mette. J'ai un instant de pub pour une petite enquête dirigeante sur la résilience. Donc si on peut mettre la slide et si vous avez de la gentillesse de répondre aux 15 questions qu'on a mis en ligne, ça serait super. On a déjà 300 réponses. Dans 10 jours, c'est clos. Donc si jamais vous pouvez répondre. Et sinon, c'est sur la homepage du MEDEF. Voilà, 10 questions. On fait ça avec Wellstone, qui est notre partenaire pro bono. Et merci beaucoup, ils sont en plus hyper sympas. Et donc voilà, n'hésitez pas à répondre à l'enquête, ça nous éclairera sur le niveau de sensibilisation. Merci. Oui, allez-y, j'en prie. Bonjour, Luc Chanin-Nachelet, réserviste à la gendarmerie nationale et administrateur qualifié indépendant. Vous avez beaucoup parlé général du COMEX. Il y a un mot qu'on n'a pas cité, et ça me choque beaucoup, c'est les conseils d'administration. Parce que le pouvoir, il n'est pas dans les COMEX, il est au conseil d'administration. Et le conseil d'administration a une vision long terme, et c'est elle qui est garante de la vision long terme, et c'est moi, je commence dans tout ce que je fais par le conseil d'administration. Et j'en parlais aux journalistes qui étaient à côté de moi, je te parie qu'ils vont pas parler des conseils d'administration. Permettez-moi, et je vais failli vous interrompre dès le début, c'est hyper important. Parce que quand vous cherchez des sous, le COMEX va peut-être dire « Ah, mais chez mon prêteur vie, ça coûte cher et tout ». C'est bien le conseil d'administration qui fait ça. Et il me semble que dans vos séminaires et tout, il faut le parler. Et il y a des très bonnes formations à l'IHEDL de gouvernance de la cybersécurité. Et on adresse les conseils d'administration. Merci. Alors, moi, je vais vous répondre, mais je ne vous laisserai pas la parole. Dès qu'en fait, le conseil d'administration n'a pas prévu dans une autre séance. Et puis c'est une question de forme de société. En réalité, la réglementation, elle évoque les organes de direction. Et ensuite, lorsqu'on est par exemple sur des questions de mise en œuvre, on va peut-être reposer davantage sur un COMEX lorsqu'il y a un COMEX accès d'administration. Et quand on parle de supervision, on va davantage reposer sur le conseil d'administration, en fait, en réalité, dans l'organisation interne. Mais la vision long terme est stratégique. C'est important d'avoir ça. Bonjour, Valentin Jeanbois. Merci beaucoup pour vos interventions très instructives et excellentes. Et je saisis la balle au bon par rapport au fait que, voilà, monsieur parle du conseil d'administration et vous avez parlé du COMEX. Et il y a un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, c'est la coopération. Et effectivement, il me semble que la gouvernance doit vraiment être un sujet de coopération avec tous les organes en fait, de l'entreprise et de l'organisation. Merci. Je vais vous dire qu'on coopère beaucoup au MEDEF, donc si vous êtes dirigeant, venez adhérer. Parce que la coopération, elle se fait aussi inter-entreprise, parce que face à un problème que la cybersécurité, c'est non compétitif, j'allais dire, hein, c'est non concurrentiel. Bon, les entreprises ont intérêt à céder, et d'ailleurs on l'a vu dans certaines filières industrielles, donc maintenant c'est une exigence dans la filière aéronautique, il y a une demande de passer le niveau de Air Cyber, etc. Et je pense qu'il y avait aussi, moi j'avais bien appelé ça le scoutisme numérique, c'est-à-dire quand même que les plus grands essaient d'aider les plus petits, parce que si vous dites juste vous ne pourrez plus être mon prestataire, on ne va pas y arriver beaucoup non plus. Hein. Donc voilà, essayer de tendre la main à ces partenaires privilégiés pour continuer à grandir ensemble. Alors moi, je voudrais te répondre, Luc, par rapport à ton point sur le conseil d'administration. Pour moi, l'organe dirigeant au jour le jour de l'entreprise, c'est le COMEX. Tout à fait. Le COMEX va ensuite référer au conseil d'administration sur des réunions qui peuvent être
comme SIL ou SIL, mais c'est le COMEX qui doit être, on parlait de gouvernance officielle, que vous-même vous en avez parlé. Je crois que la gouvernance est importante et c'est le COMEX qui doit être formé. C'est le COMEX qui dirige au jour le jour. Après, lui, il va référer au CA qui doit également être formé. Mais si le CA est formé mais pas le COMEX, ça va être l'organe pour moi de direction au jour le jour, c'est vraiment le conseil de direction, c'est vraiment le comité de direction et le COMEX. Donc, et celui qui montre la voie, c'est le CA. Donc, Jean-Pierre ayant répondu à la question, il n'y aura plus de petit déjeuner. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Ah, pardon. Ah oui. Bonjour. Je suis un chambre de commerce et industrie. On a construit une école sur la cybersécurité, justement. Et vous parliez tout à l'heure du complot Worldskills. Il se trouve que justement le finaliste qui représente la France à Shanghai en septembre prochain, c'est l'un de nos étudiants. Bravo. Et nous, on a aujourd'hui une réalité qu'on rencontre, c'est finalement la formation de ces jeunes talents dans le monde de l'entreprise. Justement, ce jeune en question, il a dû quitter l'Île-de-France pour trouver une entreprise pour faire son alternance. Et on se dit, comment est-ce qu'un talent comme celui-là, aujourd'hui, va avoir autant de difficultés à se former sur des métiers porteurs, sur des métiers d'avenir, et même des métiers présents? Est-ce qu'aujourd'hui, la question de la formation et l'acquisition, la détection de ces jeunes talents est un enjeu suffisamment au cœur des débats? Bah écoutez, je n'ose paraphraser le président du MEDEF dans tout ce qu'il a dit récemment sur la jeunesse, sur la problématique de la réduction des aides à l'apprentissage versus la réduction des avantages fiscaux des personnes qui ne travaillent plus. Je vais faire de la parenthèse pour ne pas être polémique. Mais oui, nous, on est convaincus au MEDEF qu'il faut investir sur cette jeunesse et que surtout, il ne faut absolument pas décélérer un mouvement qu'on a eu tellement de mal à faire émerger, qui est celui de l'apprentissage en France, y compris pour des filières d'excellence. L'apprentissage, certains ont dit oui, mais finalement les personnes qui poursuivent leurs études en Master 1, Master 2, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir accès à l'alternance et aux aides, etc. Mais si, évidemment, parce que c'est des métiers où on a besoin de se former sur plusieurs années et on a besoin d'avoir un pied dans l'entreprise parce que c'est vraiment la formation, je vais dire, collaborative. Il y a besoin d'une école, mais c'est évident que pour plein de métiers, on n'apprend pas tout sur les bancs de l'école. Donc là, pour prêcher une convaincue, aidez-nous effectivement par la même volonté, le même enthousiasme à faire porter la parole pour dire ça, c'est vraiment de l'argent intelligemment dépensé. Merci beaucoup. Merci à nos intervenantes et intervenants pour leur participation.